Bonjour à tous, merci à vous d'être présents. Donc oui, merci Finance Innovation de nous avoir ressorti le conseil augmenté, le buzzword ou je sais pas, le mot tarte à la crème. Voilà. On pensait que c'était passé aux oubliettes, eh bien non. Alors pourquoi on le remet au goût du jour? C'est simple en fait finalement. Si on regarde un peu en arrière, il y a 5 ans, effectivement, sur tout ce qui était digitalisation, équipement du banquier, équipement du client, on était vraiment aux prémices, hein, on parlait des robots advisors uniquement. Et finalement, en 5 ans, on a fait pas mal de progrès. Alors, pas mal de progrès pour mieux équiper les conseillers, pour mieux équiper les clients aussi. Mais aujourd'hui, on est un peu au milieu du gué. Parce que quand on regarde le temps consacré aux tâches administratives ou non commerciales par un banquier, c'est encore plus de la moitié de son temps. Donc finalement, la question de l'augmenter, de mieux équiper le banquier, de lui donner de l'autonomie, de mieux équiper le client, se pose encore. Et donc c'est le sujet que l'on va vous proposer ce jour, ce matin. Marc, tout d'abord, peut-être une définition du conseil augmenté, ou qu'est-ce que le conseil augmenté chez Indosuez? Merci Yannick. Alors, je vais donner notre définition, qui n'est pas forcément celle partagée par tous nos homologues. Juste en introduction, je vais rappeler un peu ce qu'est Indosuez. Peut-être que certaines personnes dans la salle ne connaissent pas ce groupe. Donc, c'est la filiale spécialisée en gestion de fortune du groupe Crédit Agricole. Donc, aujourd'hui, est présente dans 9 pays via des booking centers et un peu plus que ça en présence commerciale pour environ 135 milliards d'euros d'encours sous gestion. Et puis, avec 2 filiales spécialisées dans l'asset management. Donc, on a les mêmes problématiques dont on a parlé dans les tables rondes précédentes, hein, à la fois sur des actifs listés et puis sur des fonds de marché privé. Et puis également 2 filiales technologiques. Donc une qui s'appelle Ascore, qui est un éditeur de core banking system et également fournisseur de services de BPO. Et puis une deuxième beaucoup plus récente, puisqu'on a fait l'acquisition en début d'année d'une fintech anglaise qui édite un CRM à destination des acteurs du wealth management. Donc on a un périmètre relativement large, mais aujourd'hui, on va quand même plutôt parler de ce qui concerne les activités bancaires et de la façon dont on souhaite effectivement équiper, alors ce qu'on appelle conseil, peut-être que je vais commencer par définir d'ailleurs de qui on veut parler, donc nos banquiers, mais aussi leurs assistants, et puis certains de nos experts produits, en particulier nos conseillers en investissement. Donc on va dire que on cherche à résoudre plusieurs problématiques quand on parle de conseillers augmentés. Premièrement, on assiste, et là comme tous nos homologues, à un peu une frontisation de la conformité avec un plus grand nombre de tâches administratives à réaliser. Et donc nous, notre partie, ça a été finalement en même temps que l'adoption des nouveaux processus qui vont permettre à nos banquiers de faire du KYC/AML, qui vont permettre à nos conseillers d'investissement de faire des rapports de risque exemptés, des rapports de coûts et charges exemptés avant des conseils, de pouvoir en même temps qu'on met en place ces nouveaux processus, finalement compenser l'impact sur le temps passé sur ces tâches administratives et pour libérer du temps commercial en mettant en place des outils digitaux qui vont venir en fait by design prendre en compte ces nouvelles contraintes quand on peut les automatiser, ou qui vont faciliter en tout cas la gestion des processus qui vont permettre de valider les différentes étapes. Donc ça va se retrouver dans des outils comme des outils dédiés au CRM ou en particulier même au CLM des clients pour toute la partie onboarding. Ça va être des outils dédiés à la partie advisory, donc génération de propositions d'investissement, et ainsi de suite. Donc ça, c'est le premier point. Et on va dire que c'est celui qu'on fait plus par contrainte, mais là, on est bien obligé de le faire et on veut éviter effectivement que nos banquiers passent plus de la moitié de leur temps sur les tâches administratives. Et puis l'autre ambition, évidemment, c'est au travers de ces outils et d'autres, d'arriver à détecter des potentielles opportunités commerciales. Donc pour un banquier, ça va être potentiellement d'arriver à plus facilement trouver des centres d'intérêt de clients et pouvoir les inviter à des événements ou provoquer en tout cas des discussions sur ces sujets. Pour un advisor ou pour un banquier qui fait du conseil en investissement, ça va être de générer plus facilement des propositions d'investissement. Peut-être d'arriver à augmenter le taux de transformation de ces propositions et donc d'arriver à détecter en amont quelle est l'appétence du client pour ce qu'on va lui proposer. Donc ça passe par un peu d'algorithmie, ça passe par un peu de gestion de la data un peu plus fine, tant la partie acquisition en amont, mais aussi la partie gestion en interne et faire en sorte que nos collaborateurs sachent l'utiliser. Et puis pour ça, et je finirai là-dessus avant de passer la parole à mes collègues, on va se sourcer de plusieurs façons.
On a d'une part, évidemment, notre éditeur Ascore qui va augmenter ses capacités et donc améliorer son offre fonctionnelle du core banking system. Mais on se rend bien compte qu'on est à une époque où on ne peut plus se contenter de juste se tourner vers son IT historique et puis de lui demander de développer ce qu'on attend. Donc on a également sourcé des solutions externes auprès d'éditeurs spécialisés, notamment Wealth Dynamics dont je parlais un peu plus tôt, qu'on a finalement intégré au groupe, mais il en existe beaucoup d'autres. Et puis on a développé une capacité, et ça c'est peut-être un élément de différenciation d'Indosuez par rapport à d'autres groupes, une capacité de développement informatique très agile, très efficiente, qu'on appelle nous le Lab, et qui fait vraiment partie de notre équipe au Digital Office, et qui a pour vocation à développer des produits en cycle court qui sont un peu décorrélés du core banking system, mais qui peuvent apporter beaucoup de valeur. Pour donner comme ça 2 exemples, on a développé un outil qui centralise toute notre recherche financière sur notre univers d'investissement, à destination de nos collaborateurs, mais aussi ouvert finalement à nos clients que ça va intéresser. Ou alors, on a par exemple développé un outil qui vise à faciliter à nos banquiers la génération de propositions d'équipement lorsqu'ils onboardent un nouveau prospect ou qu'un client a une arrivée de cash. Donc ça, on peut le développer en interne en quelques mois et c'est, je pense, assez différenciant. Merci Marc. Sophie, avec Raise Partner, vous accompagnez les établissements financiers, les gérants, les banquiers. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur Raise et comment vous augmentez justement les banquiers, les gérants? Oui, avec plaisir. Pardon, donc je suis Sophie Echenim, dirigeante de Raise Partner. Donc, comme tu le disais, on équipe les banquiers privés dans leur parcours de conseil auprès des clients, en apportant des solutions d'aide au conseil proactif, personnalisé, etc. Mais on aura l'occasion de revenir là-dessus plus précisément. Donc je veux revenir sur le terme augmenter. Augmenter n'est pas remplacer. On s'est donné un challenge de parler de ChatGPT pendant cette table ronde pour réveiller l'audience. Donc voilà, c'est fait. Donc on n'est pas là pour parler de ChatGPT et d'intelligence artificielle pour remplacer le conseiller. L'intelligence artificielle est très très puissante et d'ailleurs on l'utilise dans certains de nos algos, mais on la voit comme un outil pour équiper, augmenter le conseiller justement. Et je lisais la semaine dernière une étude intéressante de Capgemini qui soulignait exactement ce que vous disiez tous. Les conseillers passent trop de temps encore dans l'administratif, pas assez avec le client. Un autre point intéressant aussi, c'est le client veut le contact avec le conseiller. Quand il a une question, il veut appeler son conseiller. Donc c'est sur ce constat-là que nous, on a développé ces solutions donc, pour équiper. Et donc nos outils sont utilisés en support à la discussion. Vraiment, le point important, c'est que le conseiller reste au centre de ce process. On équipe pour soutenir la discussion, pour venir objectiver ce conseil en investissement, donner des clés, fournir de l'explicabilité. Donc là, on pourra en parler. J'en ai entendu parler dans une table ronde précédente sur l'explicabilité de la donnée. L'explicabilité du conseil est vraiment super importante. Au-delà de l'hyper-optimalité du conseil qui pourrait être fourni aux clients, ce qui est très important pour les conseillers, c'est de pouvoir expliquer à leurs clients pourquoi ils leur font cette proposition aujourd'hui, pourquoi ils ne la font pas à leurs voisins, par rapport à ce qu'ils ont déjà dans leur portefeuille. Donc ces notions-là, elles sont vraiment très importantes. Ce qui change aussi dans la manière de conseiller et la manière aussi dont on a conçu nos outils, c'est que le conseil aujourd'hui part du client. Là où avant, il pouvait partir du produit. On n'est plus dans cette approche push-produit où on veut distribuer un produit au plus grand nombre. Aujourd'hui, le conseil part du client, de son patrimoine, démarre surtout en ultra high net worth, on aura l'occasion de le mentionner plus tard, par une analyse du patrimoine du client. Partant de là, qu'est-ce qu'on peut lui conseiller par rapport à son profil, par rapport à la réglementation, etc. Et ça permet d'embarquer le client dans une approche interactive. C'est vraiment du conseil à 4 mains. Ça se fait ensemble et les outils sont là pour faciliter cette connexion. Et tout ça, ça mène à plus de transparence, donc plus de confiance également, et un conseil proactif, personnalisé, interactif. Et au final, c'est ce que tu disais, on augmente aussi le taux d'acquisition des nouveaux clients, la fidélisation également, et on a des clients plus nombreux et plus contents. Voilà. Merci Sophie.
Finalement, dans ce que tu dis, j'ai l'impression d'entendre le motto de WeSave, mieux équiper le banquier, mieux équiper le conseiller. Charles ? Bonjour à tous, donc moi Charles Sayac, juste quelques mots pour positionner WeSave au sein de l'offre d'Amundi Technologies. Donc WeSave, c'est une fintech qui a été créée il y a une petite dizaine d'années et qui a commencé par du robot advisor. Donc c'est pas le conseil augmenté, donc là c'est le conseil robotisé, donc c'est comment on peut proposer aux clients de souscrire à des offres d'épargne complètement de façon autonome. Donc ça, c'était le début de l'offre qu'on a proposée avec WeSave. WeSave, depuis, a été racheté par Amundi, et notamment par Amundi Technologies, qui est la filière technologique d'Amundi qui propose des solutions pour couvrir l'ensemble de la chaîne d'épargne. Donc de l'asset management à la distribution d'épargne, donc avec des offres qui s'appellent Alto, et qui notamment sont connectés avec certaines des offres de mon confrère d'Indo-Suez à côté. Et donc nous, notre enjeu, et comme tu le disais Yannick, et comme vous l'avez dit Marc et Sophie, c'est à la fois d'équiper le banquier, et donc ça c'est vraiment on va dire primordial, c'est quelle est la solution technologique qu'on va proposer au banquier pour qu'il puisse fournir un meilleur conseil à son client final, pour qu'il puisse le justifier, pour qu'il puisse proposer quelque chose qui apporte de la valeur au client final, parce que quand on dit conseil augmenté, il ne faut pas oublier qu'in fine, on va bien sûr optimiser et automatiser le travail du conseiller, mais la finalité, c'est quand même que la valeur ajoutée qui est proposée au client par la suite soit augmentée. Ce n'est pas juste apporter de la valeur à la banque, c'est apporter de la valeur à la banque en apportant de la valeur au client final. Donc ça, c'est vraiment très important. Donc c'est comment conjuguer les deux. Et tu l'évoquais en introduction, Yannick, ce n'est pas un sujet nouveau. Il y a eu un livre blanc, pas de finance innovation, mais de France FinTech il y a quelques années sur le conseiller augmenté. Et l'édito ressemble un peu à l'édito d'aujourd'hui, sauf que le point de départ c'était MiFID II et un peu dans la suite de MiFID II et comment je vais donner des moyens et des leviers à mon banquier pour qu'il puisse mieux gérer son temps et utiliser ses contraintes réglementaires comme un atout et comme un levier pour proposer quelque chose de plus pertinent à mon client. Donc aujourd'hui, quelques années après, on est un peu au même niveau, sauf qu'aujourd'hui, on voit que toutes les banques ont besoin, cherchent des outils pour mieux utiliser le temps de leur banquier. Tu l'évoquais, 70% du temps d'un banquier aujourd'hui est consacré à des tâches administratives. Plus d'un client sur deux, et ça ressort aussi du rapport de Capgemini sur le Walrus Report, que plus d'un client sur deux n'est pas satisfait de la valeur que lui propose sa banque. Et donc comment y remédier ? Et donc bien sûr, pour y remédier, c'est la technologie. Donc nous, on se positionne là-dessus, avec WeSave, avec Alto, pour couvrir l'ensemble de la chaîne de valeur, pour donner des outils qui permettent aux conseillers de proposer non pas uniquement une allocation qui soit pertinente pour son client, mais également une allocation globale, un équipement global qui fasse sens pour le client et qui permette d'être justifié. On l'évoquera dans la suite, ça devient vraiment prépondérant de pouvoir justifier ce qu'on propose à nos clients, pour pouvoir justifier qu'on facture un service ou qu'on prend des honoraires sur ce qu'on propose à nos clients. On propose des outils également qui vont accompagner le client final dans des parcours non pas complètement self-care, donc sont complètement autonomes pour qu'ils puissent souscrire à des offres financières, mais des parcours qu'on appelle hybrides, qui vont permettre de créer du lien entre le conseiller et le client final dans des parcours digitaux qui lui permettent de donner un peu la main au client final tout en permettant au conseiller d'apporter de la valeur ajoutée. Merci Charles. Finalement, avec ce que vous venez de dire, j'ai entendu parler d'onboarding, KYC, conseil patrimonial, conseil en investissement. On touche un peu toute la chaîne de valeur. Mais dans la mise en œuvre de vos projets, justement, comment ça se passe? Quels ont été les apports, les principaux challenges, les principales difficultés que vous avez pu rencontrer, aussi bien côté éditeur, bien évidemment côté banque? Sophie, pour... Oui, tu as raison de le mentionner. On s'insère dans une chaîne de valeur et d'outils pléthorique. Et donc le temps est fini d'un seul éditeur qui couvre toute la chaîne de conseil de A à Z. Et l'enjeu, c'est vraiment de s'insérer avec notre outil, notre proposition de valeur dans cet écosystème. Donc toutes les notions d'interconnectivité avec les autres systèmes est vraiment importante.
Et finalement, pour notre part, on vient, et là je vais piquer l'expression de Grégoire, je ne sais pas s'il est encore là, mais j'aime bien un peu en dernier kilomètre, une fois que tout le travail difficile a été fait, on va dire, sur la partie données, scoring, etc. Il y a énormément d'acteurs. Je pense aussi à Odonatech qui est dans la salle pour le profiling, tout ce qui est scoring ESG. Et une fois qu'on a toute cette donnée, on a toute cette connaissance du client, grâce aussi à la réglementation qui peut être un levier, qu'est-ce qu'on en fait? Et c'est là que nos solutions à nous, elles rentrent en jeu pour vraiment agréger toute cette donnée et en faire un conseil lisible, explicable. Donc le premier enjeu, c'est ça, c'est s'insérer dans un parcours conseillé à la fois d'un point de vue utilisateur, il ne faut pas disrupter l'utilisation et le process. D'un point de vue technologique, comment communiquer avec les CRM, les outils de tenue position, les agences de scoring et autres. Et alors oui, on est en pleine plateformisation, APIisation des systèmes. C'est vrai, c'est beaucoup plus facile qu'avant. Nous qui sommes là depuis 20 ans, on le voit. N'empêche que dès qu'il y a de la donnée, c'est compliqué. Et donc cet enjeu d'intégration, il est vraiment super important. Et je dirais peut-être un autre enjeu également, ça va être l'adoption par les utilisateurs. On est quand même là pour transformer leur manière de travailler. Donc on le voit, nous on l'a vécu chez un de nos clients que j'ai le droit de citer aujourd'hui, qui est BNP, qui est notre client depuis plusieurs années, qui a commencé à utiliser nos solutions sur la partie Ultra High Net Worth pour du conseil hyper personnalisé et qui aujourd'hui a déployé pour atteindre les clients High Net Worth, voire Mass Affluent, plusieurs centaines de banquiers privés. Et là l'enjeu, ça a été l'adoption de nos outils, d'allocation designer en particulier, auprès de ces banquiers privés. Et donc l'accompagnement des utilisateurs pour leur expliquer justement qu'on n'est pas là pour les remplacer. On est là pour donner plus de valeur à leur échange avec leurs clients et pour les aider à faire plus de business. Ça, c'est super important. Et aussi le fait que le modèle de rémunération du banquier privé soit bien aligné aussi avec les outils et les process qu'on lui met à disposition. Ça aussi, c'est un enjeu important. Mais, voilà. Charles, tu peux... Je continue. Vas-y, enchaîne. Non, mais je ne vais pas reprendre tout ce que tu as dit, Sophie. C'est des points très pertinents. Moi, je pense que c'est un des points les plus complexes qu'on a eu à traiter. C'est que même si on adresse des banques privées, des distributeurs, des assureurs dans la gestion de l'épargne de leurs clients finaux, même si elles pensent qu'elles se ressemblent toutes, elles sont toutes très différentes d'un point de vue organisation, très différentes d'un point de vue technologique, très différentes d'un point de vue segmentation de clientèle. Et donc, on doit pouvoir proposer un conseil augmenté ou un conseiller augmenté qui permette d'adresser l'ensemble de ces points avec nos solutions technologiques. Et tu l'évoquais, Sophie, je pense qu'il a un peu révolu le temps, c'est une solution qui couvre tout. Donc on doit s'insérer dans un écosystème informatique qui est très complexe. Aujourd'hui, un conseiller dans une banque classique, il va utiliser une quinzaine d'outils différents pour juste récupérer la donnée de son client, qui va être répartie un peu dans différents systèmes. Donc on doit prendre cette contrainte-là pour l'intégrer. Et donc d'un point de vue technologique, comment ça se matérialise? Tu l'évoques, c'est des solutions ouvertes. Et donc nous, on a créé nos solutions dans un point de vue architecture ouverte pour pouvoir s'insérer dans les parcours existants et pouvoir apporter de la valeur là où ça fait sens, là où il y a un besoin chez le client final. Et on n'a que des cas d'utilisation qui sont différents. Et on dit on a une couverture de la chaîne de valeur qui est assez large, mais on a des cas d'utilisation avec une banque du Crédit Agricole où ils vont utiliser notre solution juste pour augmenter et industrialiser la gestion conseillée. Pour ne pas le citer avec Brie Picardie, qui est une des caisses régionales du Crédit Agricole. On a un cas d'utilisation avec le LCL où on va augmenter le poste du conseiller pour pouvoir lui mettre à disposition un outil qui va faire une gestion patrimoniale globale. On a des cas d'utilisation où c'est la gestion sous mandat qu'on va industrialiser. Donc tous ces cas-là sont différents et néanmoins on essaie de les adresser avec des solutions qui font sens pour le client final et pour le conseiller. Donc pour moi, ça c'est l'enjeu primordial. Et après, le second enjeu, c'est comme on s'insère dans des parcours et on transforme le business model, ou en tout cas le modèle opérationnel de ces acteurs-là,
il y a une conduite du changement, une adoption qui est très compliquée, qui n'est pas forcément facile à déployer. Et donc il y a toute cette conduite-là qui n'est pas forcément portée entièrement par l'éditeur, qui doit être portée par la banque qui se transforme, parce qu'on est sur des projets de transformation. Et donc augmenter le conseiller, ça passe par une transformation qui est plus globale que la technologie. C'est des projets RH. Et donc on doit les accompagner dans cette structure-là. Donc moi, c'est vraiment les deux enjeux, c'est la complexité organisationnelle de cette structure et l'adoption de ces solutions à l'échelle. Merci Charles. Justement, puisque tu parlais des banquiers, donc peut-être une question pour Marc. Marc, plusieurs questions. Donc, nous dire ce qui est déjà opérationnel chez vous, quels ont été les principaux apports de ce que vous avez mis en place. Et puis on parlait de difficultés d'adoption. Donc Charles évoquait des sujets RH, mais peut-être des sujets commerciaux aussi. Donc est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Je pense que ça peut intéresser tout le monde. Oui, et puis je me retrouve dans ce que vous avez dit, Sophie et Charles, effectivement sur la partie conduite du changement et adoption. Je vais peut-être en reparler un peu après, comme ça je vais essayer de respecter un peu la chaîne de valeur d'un projet de ce type-là. Donc, pour répondre à ta question très précise, Yannick, de là où on en est, aujourd'hui, en fait, faut quand même rappeler que c'est une initiative de transformation digitale assez récente dans le groupe, parce qu'on peut dire que la dynamique c'est plutôt commencé vers fin 2018, début 2019. Et puis de manière générale, parmi nos homologues du wealth management, je pense qu'il y a eu un certain lag, on va dire, par rapport au reste de l'industrie bancaire sur le démarrage de cette digitalisation. Ce qui fait que à la fois les banques, mais aussi leurs prestataires informatiques historiques, essaient de rattraper leur retard à marche forcée, d'autant plus que pour certains sujets, alors on n'est pas là pour parler du client, mais tant du côté des clients que des collaborateurs, qui peuvent avoir des expériences en dehors du monde du wealth management, on a un benchmark en termes de digital qui est quand même assez loin de ce que nous on est capable de proposer aujourd'hui. Malgré tout, ça reste notre cible, le but c'est quand même d'y arriver, et même de faire plus, puisqu'on veut apporter aussi des briques différenciantes par rapport à ce qu'on peut trouver dans le monde plus retail. Donc ça, c'est juste pour rappeler un peu, pour donner un peu de contexte sur là où on en est aujourd'hui, mais par rapport à là où on a commencé. Donc là, en 2023, on va dire que ça fait à peu près 4 années pleines qu'on travaille sur ce plan de transformation digitale. On a 2 projets majeurs qui ont accouché. Donc je parlais un peu plus tôt de notre projet de CRM avec cette acquisition d'une entreprise externe. Ça maintenant, c'est en cours de déploiement sur toutes nos géographies. Aujourd'hui, c'est déjà utilisé par des banquiers dans 3 pays. Et dans un 4e, je regarde ma date, dans une semaine. Donc on va dire que ça va bon train. Et le but, c'est d'avoir fini de le déployer sur toutes nos entités d'ici l'année prochaine. Et donc c'est dans ce cadre-là aussi qu'on parle avec Charles pour se dire finalement cet outil, on pourrait sans doute aussi aller le proposer demain à d'autres entreprises que celles du périmètre Indosuez et dans des offres conjointes avec ce que nos confrères de chez Alto sont capables de proposer. On a un 2e projet majeur qui est plutôt sur la partie advisory, donc là qui vise vraiment à transformer l'expérience de nos collaborateurs qui font du conseil. Donc c'est à la fois des advisors spécialisés et des banquiers conseils sur certaines géographies où on peut le faire. Et là, de la même façon, on est plutôt dans une phase de déploiement aujourd'hui. Donc c'est facile de le dire, il y a quand même eu pas mal de chemins parcourus auparavant. La résistance à ce moment-là, elle n'était pas trop due à la conduite du changement parce qu'on n'était pas encore dans une phase d'adoption. Mais on part avec un core banking system un peu daté. Enfin, je pense que personne ne me tapera dessus si je dis ça, si mes homologues de chez Asker l'entendent. Et il a fallu transformer ça. On parle d'un système qui était refermé sur lui-même pendant presque 20 ans et qui d'un seul coup a dû s'ouvrir à l'extérieur. Donc on parle d'API, Sophie, tu en parlais juste avant. Toi, vous avez vécu chez Raise Partner le changement de paradigme. Nous, finalement, on est un peu en train de le vivre. Et une API, ça devrait être quelque chose de très simple, une commodity, on va dire, dans le domaine informatique. Et le fait est que pour notre core banking system, ce n'est pas encore une commodity. Même aujourd'hui, on en a qui sont en production, plusieurs centaines même. Mais ça n'empêche que sur la façon de les concevoir et sur le framework, il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Mais je ne vais pas trop vous ennuyer avec les détails techniques là-dessus, parce qu'on va peut-être plutôt parler de l'aspect métier. On a en plus de ces 2 produits digitaux qui vont impacter des aspects majeurs de notre business, déployer aussi une vingtaine de projets plus petits, donc on va dire une petite constellation de produits digitaux qui vont franchement toucher à peu près tous les aspects de la vie d'un collaborateur ou d'un banquier. Ça va passer de gérer ses notes de frais de manière plus simple qu'en envoyant des Excel à la compta, à, comme je le disais un peu plus tôt, des outils qui vont l'aider sur des aspects très précis de leur business, comme générer une proposition d'équipement pour un client, avec la partie tarification, avec la partie conformité et ainsi de suite.
Et donc là, on voit, je pense, un sujet d'adoption qui vient pour 2 raisons très clairement se dessiner. Premièrement, quand on dit à un banquier, voilà, ton équipement aujourd'hui il est comme ça, et puis dans 4 ans tu as 22 produits digitaux en plus, on peut imaginer qu'il y a une certaine résistance au changement parce que c'est difficile d'adopter tout. Donc déjà premièrement, nous on a un exercice aussi à faire au niveau du management de prioriser quels sont les sujets vraiment importants sur lesquels on veut appuyer, ceux a priori qui vont plutôt amener du business, ceux qui sont majeurs et transformants, d'accompagner cette adoption du mieux possible. Et donc là, je vous rejoins, la conduite du changement, on ne s'attend pas à ce que ce soit nos éditeurs de logiciels qui la font. C'est vraiment un sujet de l'entreprise qui n'est pas que porté par les équipes projets qui accompagnent l'installation de ces produits, mais par effectivement la partie RH, ça j'en reparlerai un tout petit peu après, et évidemment par les équipes métiers qui vont bénéficier à la fin de ces outils, donc dans les équipes de banquiers, dans les équipes d'advisors, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est clairement une résistance sur laquelle on travaille. Je dirais, elle est naturelle dans n'importe quel projet, qu'il soit organisationnel, qu'il soit technologique. On a besoin d'accompagner ce changement du mieux possible. Il y a un deuxième facteur qui complexifie un peu, et là qui est peut-être propre à Indosuez, cette adoption, c'est que nous, on a une démarche de transformation qu'on appelle chez nous One Bank. Comme je le disais en introduction, Indosuez, c'est un groupe mondial qui est présent dans des géographies avec des réglementations différentes, mais pas que des réglementations, des cultures différentes aussi, des façons de réaliser le business qui peuvent être différentes, des process qui peuvent être différents. Et quand on apporte un nouvel outil digital, notre objectif, c'est qu'il soit one fits all. Donc on ne fera pas de spécificité, ou en tout cas vraiment le moins possible, dans un objectif d'éviter de retomber dans les travers du passé, avec des spécificités locales qui entraînent de la dette, qui font que quand on veut faire une mise à jour, c'est bien plus compliqué, et ainsi de suite. Et donc là, on vient voir, par exemple, si on veut déployer notre CRM, on ne va pas voir juste nos 100 banquiers en France, on va voir nos centaines de banquiers dans le monde entier et dire, à partir de demain, la façon dont tu vas... Alors déjà, tu vas devoir faire du KYC alors que tu n'en faisais pas avant et ça ne va pas te plaire. Et en plus, vous allez devoir le faire de la même façon dans toutes les entités. Donc ça, c'est compliqué et ça génère aussi d'aligner un peu les process. Ça force un peu les équipes qui étaient un peu en silo local à discuter de manière transverse à un niveau international pour se dire pourquoi est-ce que tu fais comme ça ? Ok, j'en comprends le sens. Est-ce qu'on peut arriver à un consensus qui arrive à répondre à tous ces enjeux ? Donc ça, c'est un sujet. Et pour prendre un exemple très concret, sur l'advisory, par exemple, on a vraiment des organisations différentes aujourd'hui. En France, on a une advisory qui est... et c'est un produit assez phare chez Indosuez, l'advisory. On le déploie beaucoup. On a même plus de clients équipés qu'en gestion discrétionnaire. En France, on a un plateau avec tous nos advisors et qui sont plutôt organisés en mode call center, qui ont de l'outbound call et un peu d'inbound call tous les jours et qui sont donc un peu à distance des équipes commerciales. Et ça marche très, très bien comme ça. Et donc, la façon qu'ils ont d'interagir avec le client, c'est beaucoup je prépare ma proposition un peu en amont, je communique quelque chose à mon client et puis il me revient pour me dire oui ou non. Dans nos autres géographies, notamment plus orientées ultra-high, on va avoir un modèle relationnel un peu différent où nos advisors sont plutôt décentralisés aux côtés des équipes commerciales et puis vont accompagner en fait, le banquier en rendez-vous, alors physique ou pas, et donc vont venir plutôt avec plusieurs propositions, puisqu'ils n'auront pas eu l'occasion de parler avec le client au téléphone au préalable. Et puis, ils vont avoir plus un échange, une co-construction finalement de la proposition finale. Donc, ils vont retourner de leur côté, la fignoler et puis lui envoyer. En fait, ça, quand on veut le mettre dans un outil, mine de rien, c'est 2 workflows différents avec des conséquences différentes sur la proposition et le temps passé sur chacune des étapes. Donc, voilà, tout ça, ça nécessite de bien le connaître en amont du lancement d'un projet, donc quand même de prendre un peu de recul et d'arriver à trouver des solutions en face qui sont suffisamment malléables pour répondre à ces différentes organisations, mais sans avoir besoin de faire du code dans le dur, d'avoir quelque chose qui soit un peu paramétrable. Vas-y, je vois que tu veux réagir. Oui, pardon, je voulais rebondir sur ce que tu disais. Effectivement, il y a un enjeu de rationalisation des outils qui sont utilisés et on voit nos clients qui peuvent avoir des process différents selon les pays, etc. La rationalisation, elle est super importante. Mais elle doit venir aussi avec une décentralisation, une sorte d'autonomisation aussi des équipes sur le terrain. Il faut leur faire comprendre, et c'est le rôle de l'adoption, que grâce à ces outils, certes, qui sont les mêmes au sein de toute la banque, ils pourront avoir leur spécificité de processus et gagner en autonomie. Et on le voit chez nos clients où avant, toutes les questions de conseil remontaient à Paris. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Et les conseillers en région ou à l'international prennent beaucoup d'autonomie dans le conseil et ça facilite aussi, du coup,
l'embarquement des clients, qui sentent qu'ils parlent à la bonne personne et que ça ne part pas loin. Donc c'est à la fois cette rationalisation qui peut faire peur, mais qui vient avec de l'autonomie supplémentaire. Je vais rebondir sur l'autonomie avec le sujet RH. C'est un vrai truc interactif, hein, pas du tout scripté. Et en plus, j'avais promis que j'en parlerais rapidement. Donc, effectivement, cette autonomie, elle est hyper importante parce que pour réduire les délais et donc indirectement forcément réduire le cost to serve, hein, qui est un des enjeux dont on parlera après, ça pour le coup c'est scripté, on a besoin de réduire les temps d'interaction entre nos équipes, de faire un peu tomber les silos, et l'autonomie c'est un vecteur important pour réduire ces temps de décision. Et donc voilà, quand on a un process qui peut être multi-équipe, si chaque équipe prend moins de temps à répondre, in fine la réponse est plus rapide, donc le client a priori est plus satisfait, le banquier aussi, ou l'advisor, ou quel que soit le collaborateur qui demande la décision, et le client à la fin. Et pour ça, donc, on a besoin d'autonomiser. Mais l'autonomie, ce n'est pas quelque chose qui se décrète. D'une part, parce que pour les managers, c'est quand même un changement de paradigme pour leur quotidien, en particulier les managers intermédiaires. Et puis d'autre part, parce que pour les collaborateurs, l'autonomie, c'est aussi une responsabilité qui n'était pas forcément habituée à endosser, qui génère forcément un peu de risque. En tout cas, il faut faire attention à ce qu'on fait. Et donc là, on a un enjeu, et j'y pensais un peu tout à l'heure, je vais rebondir sur une comparaison que faisait de nouveau Grégoire lors de la première table ronde WIFIN. Il parlait de nos enfants là, qui passaient le bac et du fait qu'il ne suffisait pas juste d'inventer un nouveau bouquin. Voilà, bon, je vais prendre une comparaison qui est aussi avec les enfants. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont des enfants en bas âge, vous connaîtrez peut-être la méthode Montessori. On se dit que Montessori, c'est laisser les enfants faire n'importe quoi. Pas du tout, c'est donner un cadre très précis et puis dire à l'enfant, à l'intérieur de ce cadre très précis, les règles, les limites, les voici, tu peux faire ce que tu veux. Nous, notre enjeu, c'est un peu, non pas de faire du Montessori pour nos collaborateurs, là s'ils m'entendaient, je pense qu'ils me jetteraient des tomates, mais plutôt de leur faciliter l'adoption de ce cadre. Donc on vous dit, vous avez une autonomie, donc vous avez des responsabilités, mais ne vous inquiétez pas, parce que les limites que vous ne devez pas dépasser, on va vous aider à bien les identifier clairement, sans que ce soit une perte de temps. Voilà, les sujets cross-border, on ne va pas vous demander de connaître par cœur les 50 fiches pays avec ce que vous avez le droit de proposer ou non en fonction de votre situation géographique et celle de votre client. On va vous offrir des outils qui, by design, vont avoir consommé ces règles et vont vous dire ça c'est OK, ça c'est pas OK. Donc il y a une transformation managériale pour redonner plus d'autonomie, et puis il y a des outils qui viennent accompagner ça pour faire en sorte que les collaborateurs et les managers soient à l'aise avec le fait que la gestion du risque soit déportée sur les collaborateurs. J'irai même plus loin, et après j'arrête de rebondir, parce que sinon on va finir... Le script, ça non, c'est fini. Au-delà de l'autonomie, je vais utiliser un mot fort, mais on l'a entendu de la part de nos clients, ce genre de projet, d'outils redonne du sens en fait au métier du conseiller. C'est vraiment ce qu'on a entendu. Ça y est, je comprends, je sais pourquoi je fais ce métier, c'est pour ça que je l'aime. Et maintenant, je suis outillée pour ça. Et cette autonomie dont tu parlais, elle est vraiment super importante pour ça. Voilà, on va te rendre le micro maintenant, Yannick. Justement, donner du sens, effectivement. Donc, est-ce que, parmi les enjeux sur les années à venir, donc donner du sens, faciliter la vie du banquier, logique de réduction du cost to serve, couverture du risque réglementaire aussi. Donc, je pense qu'il y a pas mal de sujets encore à adresser. Charles, peut-être pour WICEF, comment tu vois les choses, et notamment sur le risque réglementaire. Tout à l'heure, tu parlais de MiFID 2. Je sais qu'ensemble, on a parlé de RIS aussi. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Malheureusement ou heureusement, le sujet réglementaire est toujours un peu aux clés de l'actualité. Et donc là, les termes, c'est plus MiFID, mais c'est Value for Money, c'est RIS, donc la Retail Investment Strategy, qui font que les banquiers sont obligés de se réinventer, trouver des nouveaux moyens pour adresser leurs clients tout en gardant une rentabilité avec le cost to serve, et tout en apportant de la valeur au client et tout en respectant le réglementaire. Donc c'est un peu un carrefour de contraintes que les banquiers vont devoir gérer. Et donc ça, c'est vrai que c'est un des enjeux principaux qu'on voit. Tous nos clients nous demandent, avec la RIS, et en France et en Europe globalement, comment on peut faire, comment vous pouvez nous aider, comment je dois adapter mon offre pour qu'elle puisse correspondre, mais tout en gardant un modèle de rentabilité qui permette de quand même garder quelque chose qui soit aussi rentable pour la banque. Donc ça veut dire jouer sur leur marge, jouer sur les offres, jouer sur la proposition de valeur qu'on va fournir au client final.
Et donc, nous, on les accompagne, Amundi, globalement, tant sur l'offre en tant qu'asset manager, mais également d'un point de vue technologique avec nos solutions Alto et WeSave. Donc, on se positionne là-dessus. Donc, ça, pour moi, c'est un des gros enjeux qu'on voit et qui commence à être déroulé sur l'ensemble. Il y avait le ESG aussi, un sujet un peu réglementaire et offre. Et donc, ça fait partie de l'ensemble de ce sujet. Donc, pour moi, ça c'est un des premiers sujets. Le deuxième sujet, je dirais, c'est aussi, mais qui est un peu lié au premier, c'est qu'on veut trouver des sources de génération de revenus complémentaires. Donc quand on est une banque privée, nos clients, on va dire c'est plutôt une clientèle high net worth, mais il y a toute une frange de clientèle qu'on va appeler clientèle mass affluent, ceux qui ont entre 100 000 et 1 million d'euros. Ceux-là, aujourd'hui, ils ne sont pas vraiment bien adressés par une banque de détail et pas vraiment bien adressés par une banque privée. Et donc il y a un enjeu très fort sur comment gérer ces clients-là. Donc aujourd'hui, ils sont souvent gérés par la banque de détail. On va dire quand on est sur un modèle de banque universelle. Et donc, ça veut dire que c'est un conseiller qui va gérer plusieurs centaines de clients. Et donc, quand on gère plusieurs centaines de clients, on ne peut pas bien les gérer, on ne peut pas leur apporter une proposition de valeur qui corresponde à leur patrimoine, qui est certes pas un patrimoine très élevé, mais qui est un patrimoine qui nécessite quand même des leviers d'optimisation, d'allocation. Donc il y a cet enjeu-là. Et nous, sur la partie technologique, on se positionne vraiment là-dessus. Et historiquement, même à Amundi, on a beaucoup distribué nos offres de gestion sous mandat ou nos fonds sur cette segmentelle mass affluent. Et c'est comment aider nos partenaires, aider d'autres distributeurs à adresser cette clientèle-là avec des solutions technologiques. Donc pour moi, ça c'est le deuxième enjeu. Et le troisième enjeu, mais qui on va dire est un enjeu de tout temps, c'est l'enjeu d'innovation. Je ne vais pas citer ChatGPT, mais on va dire toute la partie AI générative, ça aussi, tous nos clients nous demandent. Alors on ne sait pas trop comment bien ça va s'intégrer dans les parcours qu'on propose aujourd'hui. Il n'y a pas vraiment de question de remplacer le conseiller, hein, je pense qu'on n'en est pas du tout là, en tout cas pas aujourd'hui, mais comment cette partie IA générative peut également augmenter le conseiller. Donc ça, on a ces demandes, et notamment dans l'explication du conseil, pour personnaliser, on va dire, à l'échelle cette explication. Et donc on a des initiatives. Nous, on a aussi un lab côté Amundi Technologies, on travaille sur ces sujets-là. Et voilà, c'est le troisième enjeu, c'est l'innovation. C'est vrai que aujourd'hui, l'innovation sans IA générative, ça ne marche pas, quoi. Ok, merci Charles. Juste pour préciser, parce que vous travaillez pour des banquiers, mais pas que. Vous pouvez travailler aussi pour des CGP, pour des assureurs, pour toute la sphère du wealth management. On a un biais à cause de Marc, mais bon, voilà. WeSave et Rest Partner travaillent pour tous les établissements financiers. Je reviens à notre sujet après cette petite aparté. Justement, chez Indosuez, votre ambition pour les années à venir, jusqu'où vous pensez augmenter le conseiller? Donc, on a évoqué l'aspect réglementaire. Je ne sais pas, pour digitaliser davantage la banque, potentiellement, pour adresser certains segments de clientèle, pour un conseil plus personnalisé. Moi, déjà, je suis obligé de parler de ChatGPT, sinon je passe pour un has-been. En réalité, on a quelques use cases, mais vraiment très expérimentaux sur ChatGPT, donc je ne vais pas en parler. Je pense que ce n'est pas le sujet principal. Tu parlais du réglementaire. Ça, j'ai envie de dire que c'est un peu une obligation. Hein. On ne peut pas se permettre de dire non, on ne va pas faire de réglementaire. J'espère qu'il n'y a pas de régulateur ici. On fait bien du réglementaire. Mais il faut plutôt faire en sorte que ce soit de nouveau un peu by design, qu'il y a l'aspect donner la doctrine dans l'entreprise en fonction des réglementations qui arrivent et que ça soit diffusé un peu partout, dans les process, dans les outils, et ainsi de suite. Donc, je ne vais pas en parler trop, on est soumis au même que tous mes homologues ici, plus celles des autres géographies en plus, et puis on essaie à chaque fois d'ailleurs de faire un peu une synthèse des différentes réglementations pour trouver une seule doctrine commune à toutes les entités. Donc, mes amis de la conformité, je les respecte parce que ça ne doit pas être évident tous les jours. En termes de transformation et en termes d'augmentation du conseiller, une fois qu'on aura terminé cette première vague là, qui est en cours, on a en fait on va dire qu'on va un peu forquer notre activité. L'activité d'Indosuez en tant que telle, on souhaite l'orienter toujours plus vers une clientèle de ultra high parce que c'est notre force, parce que c'est notre modèle actuel et parce qu'il y a une vraie tendance sur ce marché-là. Le marché d'ultra est plutôt en croissance et on est bien positionné pour l'adresser. Donc voilà, tous ces banquiers qui existent déjà aujourd'hui et puis de l'organisation avec les équipes produits autour, ça on souhaite continuer à la pousser ainsi. Le modèle relationnel
à destination de cette clientèle-là, c'est beaucoup un banquier qui vient accompagner de certains experts en séance. Donc on parlait d'advisory tout à l'heure, mais ça peut être un expert en marché privé, donc on parlait de private equity dans une table ronde un peu plus tôt, en immobilier et même en produits évidemment philanthropie, je sais pas, forestier, tout ce que vous voulez, un peu plus exotique. Donc ça, on va le maintenir. On va essayer de le digitaliser toujours plus en facilitant les process, notamment les trucs classiques, signature électronique pour la souscription soit moins pénible, que peut-être le banquier ait une capacité à pitcher l'offre en plus grande autonomie qu'il ne le fait aujourd'hui, donc en le dotant de vitrines de cette offre, enfin de ces différentes offres, et qu'il puisse les montrer aux clients avant forcément d'aller solliciter un expert. Mais on va continuer, on va dire, dans cette direction, donc il n'y a pas une disruption. Par contre, et là je vous rejoins sur l'aspect plus retail, et d'ailleurs pareil sur la table ronde un peu plus tôt qui parlait du private equity et d'un changement quand même assez majeur, je pense, de segments de clients qu'on peut aller offrir, à qui on peut aller servir cette offre-là. On a en fait historiquement chez Indosuez, un peu comme chez vous chez Amundi, l'expérience de vendre certaines des offres que l'on produit, donc de la gestion discrétionnaire, des fonds de nos sociétés de gestion filiales, à une clientèle mass affluente. Et ça, on le fait en particulier en France, on bénéficie des synergies dans le groupe Crédit Agricole, et donc on le distribue auprès de clients de certaines caisses régionales. Et finalement, on se dit que cet axe, qui est un peu une offre B2B, mérite d'être continué et même augmenté. D'une part, donc, en enrichissant les offres. Donc aujourd'hui, c'est plutôt de la gestion discrétionnaire. Ça commence tout juste à faire un peu aussi du fonds de private equity. Et puis demain, de l'IMO, peut-être des produits structurés que nous, on source, ce genre de choses. Donc aller dans cette direction. Et ça passera aussi par quelques outils, alors qui ne viseront pas forcément à nous augmenter, en tout cas pas augmenter tout le périmètre des collaborateurs d'Indosuez, mais à augmenter nos experts produits, donc je prends l'exemple du private markets, que nos experts produits puissent mettre toute la connaissance qu'ils ont sur les fonds qu'on produit et qu'on distribue dans un outil, et que cet outil, qui demain sera utilisé par des partenaires distributeurs, donc des banquiers d'autres institutions financières, dans le groupe Crédit Agricole, mais aussi à l'extérieur, puisse avoir toute cette information, avoir le pitch un peu préfet, et que ça facilite cette distribution en B2B. Donc ça, c'est notre deuxième ambition très importante sur ce nouveau cycle de transformation, 2022-2025 pour nous, et sur lequel on est déjà à l'œuvre. Très bien. Et Sophie, le mot de la fin pour toi. Rien à dire, ils ont tout dit. Tu es sûr ? On n'a plus le temps. Non. Tu peux. Non, mais je vais rebondir encore une fois. Oui, ce sujet de la clientèle mass affluente, c'est vraiment un enjeu qu'on voit. Comment passer de l'hyper-personnalisation côté ultra high net worth à la personnalisation de masse pour des conseillers qui ont plus de clients, moins de temps avec chaque client, sans pour autant tomber dans le robot advisory qui manque de personnalisation justement. Donc ça, c'est un enjeu qu'on voit fortement chez nos clients du wealth, mais de l'asset management également sur des sujets de distribution. Donc je ne vais pas aller plus dans le détail, vous avez tout dit. Le deuxième sujet aussi que vous avez évoqué et qui rejoint une table ronde dont on a parlé précédemment, c'est comment aller vers des classes d'actifs alternatives, comment illustrer leur impact dans le portefeuille et l'inclure dans la proposition globale avec toutes les problématiques derrière de data, de modélisation. Donc les portefeuilles mixtes dont parlait Christophe Lepitre d'Isnes tout à l'heure, on est en plein dedans avec nos clients, ça c'est un enjeu important. Et le troisième, et pas des moindres, c'est l'ESG. On en a aussi parlé ce matin. Comment amener l'ESG au bout de la chaîne de conseil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on en est au scoring, et Dieu sait que c'est un sujet compliqué et ce n'est pas le nôtre. Nous, on arrive en bout de chaîne où on consomme ce type de score. Comment faire pour intégrer ces critères extra-financiers dans le conseil, parce qu'ils deviennent de plus en plus importants pour les clients en bout de chaîne, et comment éviter les effets silos où on va juste filtrer, sélectionner des actifs par rapport à leur score, mais vraiment trouver le bon trade-off entre la performance, la gestion du risque et le score ESG. Donc ça, c'est les challenges que nos clients ont aujourd'hui et sur lesquels on essaie de les aider. Merci Sophie, merci à tous les trois.